Merci d'être là aujourd'hui pour cette conférence, sur l'énergie, la médecine chinoise, la santé, et diverses choses dont nous allons parler avec Charles. Et tout ça avec un peu d'humour en plus. Nous dirons des choses sérieuses, mais nous ne les dirons pas sérieusement. Alors Charles, on va commencer avec l'énergie, évidemment. L'énergie, c'est, Fred, c'est le fondement de tout. Depuis l'aube du monde, les gens disent ça, les plus grandes traditions. Et maintenant, ce qui est stupéfiant, c'est que la physique subatomique et tous les grands ténors de la physique subatomique moderne du 21e siècle, et c'était déjà un peu ça au 20e siècle, disent que l'énergie, c'est le fondement de tout. C'est même le fondement de la matière. Ouais. La matière, c'est une densification de l'énergie. On trouve ça dans la Bible, on le trouve presque dans le Tao, on le trouve, euh, on le trouve dans cette phrase de magnifique de Einstein qui dit la matière est une densification de l'énergie. Et le verbe s'est fait chair. Tout à fait. C'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, les dernières découvertes de physique quantique rejoignent complètement les théories taoïstes, bouddhistes, védantiques que l'on trouve dans l'ancienne Asie. Et ça pose, moi, ça m'a tout au long de ma vie, de mon existence professionnelle, et ma curiosité intellectuelle a toujours été extrêmement excitée par ça et je suis très étonné qu'on n'ait jamais fait d'études vraiment sérieuses, qu'on ne se soit pas vraiment posé de très sérieuses questions quant à ça. Pourquoi le Tao est-il si proche de ce qui se passe aujourd'hui dans la physique subatomique, dans les principes mathématiques, les statistiques, etc. Le Tao de la physique, ça a été un peu ébauché, puis on a laissé ça tomber. Mmh, tout à fait. Et alors on le retrouve aussi dans toutes les médecines, anciennes, dans toutes les médecines traditionnelles, cette notion d'énergie, cette notion de rétablir cette énergie, de vivre en harmonie avec la nature, de vivre en harmonie avec les cycles de la nature. Oui, comme dans ton travail à toi ou ta passion à toi, plus exactement, les arts martiaux. À partir du moment où tout est énergie, où la matière est une transformation de l'énergie, le moindre mouvement procède de l'énergie, la pensée procède de l'énergie, la chimie, la biologie, la biophysique, tout procède de l'énergie. À ce moment-là, on a un décodage de notre monde, de notre environnement, de la médecine, de nos gestes, de nos comportements, tout un tas de choses, peut-être même de notre psychologie et peut-être même d'économie, de socio-économie, etc., qui peut se raisonner en termes d'énergie. Tout à fait. Les causes et les conséquences, on en parle souvent, Fred. La loi de causalité. Tout à fait. Alors pourquoi, à ton avis, est-ce que la médecine moderne et notre monde moderne en général tente à ignorer ces anciennes traditions, ces anciennes sagesses? Moi, je crois qu'il y a une vieille habitude dans l'humanité, c'est de toujours oublier les choses qui ont été à la mode à un moment donné, même si ces choses étaient plus qu'une simple chose, étaient une vraie réalité. Réalité, oui. Aujourd'hui, souvent, je me rappelle de ce vieux proverbe de ma grand-mère qui disait rien n'est neuf que ce qui est oublié. On renouvelle beaucoup de choses, en réalité. Et voilà pourquoi aujourd'hui la physique subatomique nous tape sur l'épaule et nous dit attends mec, il y a un truc, t'as un problème là. Ça, c'était déjà dans le Tao. Est-ce que tu as lu le Tao? Est-ce que tu t'es posé des questions à propos de ça? Et dans la physique et dans la médecine, je veux dire, eh bien là c'est encore plus évident. Si on cesse de voir l'individu comme une simple machine avec des entrées et des sorties, si on raisonne pas en termes de quantité de calories, mais en termes de qualité de calories, en termes de quantité d'énergie, mais en termes aussi de qualité d'énergie, à ce moment-là, il y a tout un tas de choses qui deviennent extrêmement simples. D'où le titre, Fred, qui nous est venu à tous les deux spontanément. Et Et si si c'était c'était ça? simple, Et ça l'est. et ça l'est. Et alors, Évidemment. dans ton travail, tu parles souvent des vieilles expressions populaires. On retrouve cette sagesse aussi dans nos campagnes, dans les mots, les verbes de nos parents, de nos grands-parents, qui expriment cette notion d'énergie. Oui, mais même dans les expressions modernes, être pompé, vidé, plein le dos, par-dessus la tête, ça me reste en travers de la gorge, En j'en avoir ai plein le gros sur cul. la patate, plein le cul, plein les bottes, si tu me casses les pieds, tu me casses les couilles. Tiens, voilà, magnifique expression d'une frustration qui débouche sur une véritable castration psychologique, avec peut-être même, au bout du compte, une véritable castration, dans la mesure où la personne n'a plus de désir, elle a tellement peur, elle est tellement frustrée, tellement en colère qu'elle n'a plus d'érection. Et c'est Coluche qui disait, si tu fais pas aujourd'hui ce que tu as dans la tête, demain tu l'auras dans le cul.
extraordinaire. Tu te rappelles quand on a fait ces conférences au Liban ou en Chine, tout le monde riait. Ouais. Pourtant, c'est pas leur culture, Coluche. Mmh. Mais c'est du bon sens. Et le bon sens populaire, qu'on le veuille ou non, il est populaire parce qu'il est international. Tout à fait. Alors, Je te, je te propose de commencer, toi, de parler de la respiration. écoute, nous, dans la pratique martiale et dans les anciennes sagesses asiatiques que tu connais très bien, la respiration, c'est la clé de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de respiration sans énergie et il n'y a pas d'énergie sans respiration. Les deux sont liés. Alors, ce que je propose de faire, et avec les gens qui nous regardent ou qui nous accompagnent aujourd'hui, c'est de faire un premier petit exercice pratique. Parce que, comme tu le dis souvent, on n'est pas là pour enculer les mouches. Et je pense que c'est important de passer à la pratique, de donner aux gens quelque chose avec lequel ils peuvent vraiment travailler. C'est-à-dire Oui, que l'over-intellectualisation, pour reprendre un terme anglo-franco, c'est la base du ne rien faire, du oui mais. c'est la base du oui, mais qui est un mensonge prémédité. Quand mon patient, après que je lui ai donné des tas d'outils, j'ai fignolé des tas d'outils, ça avec les élèves, et nos élèves ou nos patients répondent, enfin, oui, mais à partir de là, tu sais déjà qu'ils ne feront pas ce que tu leur as proposé. Je reviens sur la respiration. Tu dis que c'est une priorité, mais bon Dieu de bon Dieu, bien sûr que c'est la priorité des priorités. La première des choses que nous faisons en arrivant au monde, c'est respirer, parce que sans air, la vie est impossible. Ça amène de l'oxygène et l'oxygène, c'est indispensable à la combustion. Donc il n'y a pas de physique sans respiration, il n'y a pas de chimie sans respiration, il n'y a pas de biophysique, il n'y a pas de biochimie, il n'y a pas de vie, tout simplement. Tout à fait. La respiration, c'est le fondement. Alors, dans la tradition asiatique, la respiration se fait en 3 temps. Et le premier temps consiste à travailler avec le bas du poumon, avec la partie inférieure du poumon. La deuxième va consister à travailler avec l'arrière du poumon. Et la dernière, avec cette partie frontale, qui est celle que la plupart des gens utilisent uniquement. C'est-à-dire que le poumon, c'est comme une grosse éponge. Moins on l'utilise, plus elle s'assèche et moins elle va être flexible, moins on va pouvoir respirer et utiliser l'entière capacité respiratoire et pulmonaire. Oui, et puis surtout, cette éponge, elle est triangulaire, c'est-à-dire que le sommet est étroit. Le plus large, l'endroit où l'éponge est la plus, comment dirais-je, efficace, c'est la base. Donc, quand nous respirons avec notre ventre, quand on apprend, on retrouve cette respiration abdominale. Je vous signale que les animaux respirent comme ça, les bébés respirent comme ça, et que les mamans qui ont mis des enfants au monde se sont dépêchées de réapprendre cette respiration. Puis nous, après, comme on devient couillon, arrogant, qu'on sait tout faire et qu'on croit qu'on sait respirer, accessoirement, on croit qu'on sait boire, on croit qu'on sait manger, on croit qu'on sait baiser aussi, tout ça, mais ça se réapprend en réalité. En tout cas, on ne sait pas respirer. Ça, c'est sûr. La respiration, c'est un tiers la cage thoracique, c'est physiologique ça, et deux tiers le diaphragme. Le diaphragme, cet énorme muscle qui, en s'abaissant, étire les éponges, le bas de l'éponge, et le gave d'oxygène. Et quand le diaphragme remonte, il repousse l'éponge, il la squeeze et il vide tout le gaz carbonique. La respiration abdominale, la respiration en 3 temps, c'est le fondement du bonheur. C'est le premier fondement du bonheur. Alors, on va passer tout de suite à l'exercice pratique. En gros, on va commencer par la première partie qui consiste à respirer avec le ventre. Je vais mettre une main sur mon ventre, au-dessus du nombril, une main sur le haut de la poitrine. Je vais d'abord respirer en poussant la main qui est en bas vers l'avant. C'est-à-dire que je vais pousser mes viscères, je vais pousser mon intestin grêle et mon gros intestin vers l'avant afin de faire de la place pour que le bas du poumon puisse se gonfler et puisse prendre cette place dont j'ai tant besoin. Donc ici, je pousse la main vers l'avant. Là, la respiration va passer le diaphragme qui va s'ouvrir et je vais, en dernier recours, pousser la main qui est en haut vers l'avant et vers le haut. Et là, je vais ouvrir les épaules et respirer avec toute la partie frontale de mes poumons. Je montre encore. Et quand je vide, je relâche tout en même temps. Mais ça n'est que la première partie, une respiration en 2 temps. On va maintenant rajouter le dos. Dans les arts martiaux traditionnels, les maîtres disent le chi ou le souffle doit adhérer au dos. Donc c'est vraiment important de se concentrer sur la partie dorsale du poumon. Donc ici,
Je vais commencer par remplir la partie ventrale, puis je vais déployer mes ailes derrière en respirant avec la partie postérieure du poumon et enfin la partie, thoracique ici et je souffle. On est donc sur une respiration en 3 temps, le ventre, le dos, la poitrine et je souffle. Encore une fois ensemble. Voilà. Et cet oxygène, évidemment, se retrouve immédiatement dans le sang. Et où va-t-elle? Elle va partout, partout où il y a une nécessité d'oxygène, c'est-à-dire partout. Pas une seule cellule ne peut se priver de ça. Donc, plus nous oxygénons notre corps, plus nous alcalinisons notre sang, moins il est acide, plus nous amenons à notre organisme de quoi avoir des combustions généreuses et avec un oxygène généreux, et plus notre vitalité est importante. Et ça a un impact sur tout, notre système défensif, notre énergie défensive, notre immunologie. Notre cœur a besoin d'oxygène, énormément besoin d'oxygène. Notre cerveau est un très très gros consommateur d'oxygène. Le sucre aussi est d'oxygène. L'oxygène, c'est le fondement. Sans oxygène, il n'y a pas de vie. Nous verrons qu'il y a d'autres choses fondamentales, mais le premier de tout, c'est celui-là. Vous pouvez vous arrêter de respirer pendant 30 secondes, 1 minute, 2, 3 minutes, 4 ou 5 si vous êtes très fort, mais c'est tout. Vous devrez tôt ou tard vous remettre à respirer. Et la dernière chose que vous ferez en quittant ce monde, c'est expirer. Alors là, on a parlé de l'anatomie et de la physiologie de la respiration, mais en médecine traditionnelle chinoise, tu m'as toujours enseigné qu'entre poumons et émotions, il y avait un lien, Oui, très important. oui, bien sûr. Alors le poumon, ça fait partie de la constitution du ki, de l'énergie qui circule dans notre corps, dans nos organes et dans nos méridiens. Elle se fait à partir de l'énergie du poumon, son ki, à partir de l'énergie de l'alimentation, yuan ki, à partir de l'énergie qui est contenue dans nos gonades, dans notre énergie trésor, qui est le jin ki, qui est dans les reins. On en parlera sans doute tout à l'heure avec les reins. Mais évidemment, sans l'énergie de l'air, du poumon, les autres n'existent pas, comme dans la physiologie moderne. Et alors, ce poumon qui est le siège, qui siège dans le foyer supérieur avec le cœur, évidemment, est l'organe le plus important du foyer supérieur. Et en médecine traditionnelle chinoise, le poumon est un organe qui est affecté par une émotion très commune, la tristesse. La tristesse a tendance à affaisser l'énergie, la vitalité du poumon. Ça se comprend parce que le diaphragme se bloque, la respiration devient essentiellement superficielle, il n'y a plus de respiration abdominale, et petit à petit, ce poumon qui se recroqueville, je prends une image, mais c'est un peu ça, on va voir, le personnage va s'enrouler autour de son poumon. Et on voit des tas de gens dont l'attitude est enroulée autour de leur poumon. Et notre job dans les arts martiaux ou dans la médecine va consister à dérouler ces gens, c'est-à-dire à ouvrir leur cage thoracique, à leur faire déployer leurs ailes et à les faire respirer profondément. Un, d'abord avec le poumon, mais deux, en dégageant le diaphragme, en ouvrant toute la respiration. 2 tiers le ventre, 1 tiers la cage thoracique. 3 tiers. Imaginez que vous respirez toute la journée avec simplement la cage thoracique et que tout d'un coup, vous respirez avec le diaphragme et c'est un peu comme si votre salaire était multiplié par 2. C'est vraiment important. Eh bien, la tristesse est quelque chose qui va littéralement couper votre salaire en deux. Ça va bloquer le diaphragme et, et le poumon ne va plus fournir assez d'oxygène au cerveau, au cœur, etc. Le poumon aussi est lié en médecine traditionnelle chinoise avec le gros intestin et avec la peau. C'est très intéressant parce qu'on voit dans certaines médecines dites holistiques que quand il y a une attaque du poumon et qu'on résout cette attaque du poumon, on la bloque, mettons avec des corticoïdes, on voit se déplacer la pathologie vers la peau. Et si on la bloque au niveau de la peau, on la voit se déplacer alors vers le gros intestin. Je vous donne un exemple très simple. C'est un enfant qui va naître avec un eczéma. On va éteindre cet eczéma à coups de corticoïdes, il fera un asthme, et on va éteindre cet asthme à coups de corticoïdes, et il fera peut-être plus tard une rectocolite, peut-être ulcéro-hémorragie. Il y a une vraie relation entre le poumon et la peau. Et cette relation, on la retrouve aussi en médecine occidentale, mais elle est plus subtile.
elle passe par la physiologie. C'est un peu plus subtil. Mais c'est la même chose. Ouais, tout à fait. Dans les arts martiaux, c'est très intéressant, il y a des exercices de déploiement de la force, où on va travailler avec le dos et la zone scapulaire, qui va avoir tendance à comprimer le poumon. Et il y a tout un tas d'exercices de Qigong, d'exercices énergétiques du poumon spécifiques, de manière à rééquilibrer ça. Et on voit chez des pratiquants, voire même des maîtres, qui n'ont pas pris le temps de faire ce Qigong du poumon après ces exercices de déploiement de force où le poumon est comprimé, qui vont développer des pathologies du poumon, des cancers du fumeur, alors que les gens n'ont jamais fumé. Ouais, Et en parlant de cancer du fumeur, on ne peut pas parler du poumon sans parler de tabagisme et de pollution. ouais, bien sûr, bien sûr. Puisque c'est un organe, vous savez ce que c'est donc une éponge. Il y a de l'air qui rentre, ces alvéoles pulmonaires récupèrent l'oxygène et l'envoient dans le sang. Entre contreparties, elle récupère le gaz carbonique qui est dans le sang veineux et elle l'exhale. Donc le poumon est non seul, c'est un filtre extrêmement intelligent. Mais c'est un filtre. Alors quand on y met des goudrons dessus, quand on y met de la pollution, on bouche ce filtre. Quand on y met des glaires, on bouche ce filtre aussi. Beaucoup de gens ont des poumons encombrés. Quand on les écoute, on entend des gratouillis là au fond du ventre, du poumon. On entend des râles, qu'on appelle des râles sibilants ou crépitants. Ça veut dire qu'il y a du mucus là-dedans. Ben là où il y a du mucus, il n'y a pas d'échange d'air, il n'y a pas d'air. Donc c'est encombré de glaire. Et une chose extrêmement importante, au fond de nos poumons, à la base de la base, il y a ce qu'on appelle des espaces résiduels ou des espaces morts. Ce sont des espaces qui devraient fonctionner mais qui ne fonctionnent pas. C'est encombré de vieille air qui met quasiment 24 heures à se renouveler. Si on fait des exercices respirateurs comme vient de vous le montrer Fred, vous renouvelez cet air. Tout d'un coup, vous avez doublé votre salaire et 10% en plus. Alors, si on sortait un moment, juste entre toi et moi, on sort un peu du côté médecine, du côté conférence, la psychologie, la psyché de l'être humain, la souffrance des fois de l'être humain, elle est à la base du tabagisme, elle est à la base de pourquoi on se fait du mal, Charles. Moi, aujourd'hui, au bout de 40 ans de pratique, je pense que quand je pense au tabagisme, je pense à cet enfant in utero qui suce son pouce. Et je pense que le tabagisme est essentiellement lié non pas à l'intoxication par la nicotine, mais à l'intoxication par le suçage de pouce. C'est-à-dire que chaque fois que nous avons une frustration, Proust, lui, se tapait une madeleine de sa grand-mère, les autres sucent des goulots de bouteille, ou des clopes, ou autre chose, mais d'une manière ou d'une autre, l'oralité est le fondement de la constitution de notre psyché. On va pas faire du freudisme de base, mais l'oralité, l'analité, la génitalité sont des fondements de base. En tout cas, l'oralité, c'est sûr. Une des premières choses que nous faisons quand nous sommes frustrés, c'est de mettre quelque chose dans notre bouche très tôt dans notre vie. Et je pense que la cigarette fait partie de ces choses que nous mettons dans notre bouche. Certains mettront de l'alimentation, d'autres de l'alcool, mais il s'agit toujours d'oralité. Ce qui passe entre notre lèvre supérieure et notre lèvre inférieure a beaucoup à dire en termes de psychologie. Ça a un lien avec ce qu'on appelle des fois l'enfant intérieur? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Chez les gros tabagiques, quand on dissèque leur comportement, on retrouve, chez tout le monde, n'est-ce pas, hein, mais chez eux, c'est très très évident, on retrouve un comportement et on retrouve comment dirais-je, euh, des raisonnements qui sont tout à fait infantiles. Tout à fait infantiles. Le plus couillon de tous, c'est la toute-puissance infantile du tabagique ou de l'alcoolique qui dit: «Ah non, mais moi, je m'arrête quand je veux». Bien sûr que eux-mêmes savent qu'ils ne s'arrêtent pas quand ils veulent, mais ils le prétendent. C'est un comportement infantile, comme le petit garçon qui croit qu'il va être aussi costaud que son papa. Oui, je pense que c'est infantile. Ce sont des comportements qui sont liés à notre enfant intérieur. Derrière le tabagisme, derrière l'alcoolisme, derrière tous ces comportements addictifs, il y a un petit enfant qui souffre et qui compense comme il peut. Alors on a parlé de respiration, on a parlé de l'enfant intérieur. La santé, c'est facile, mais la santé, ça s'apprend. Et il y a quelque chose qui est ô combien important, tout le monde le sait, mais qui le fait? C'est l'eau.
Les gens ne boivent pas assez d'eau. Aujourd'hui, je voyage dans le monde entier, je parle à des gens, je parle à mes élèves et ma première question, c'est: «Est-ce que vous respirez bien?» La deuxième question, c'est: «Est-ce que vous buvez assez d'eau?» Et les gens me disent systématiquement: «Oui, je bois assez d'eau». Mais ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, boire assez d'eau. Est-ce que tu bois un verre? Est-ce que tu bois 2 verres? Est-ce que tu bois 1 litre? Est-ce que tu bois 2 litres? Aujourd'hui, je conseille à mes élèves, selon l'activité physique, selon la taille, le sexe, de boire entre 2 et 3 litres d'eau pure par jour. Mais rares sont les personnes qui boivent 2 litres d'eau par jour. Quand les gens boivent une bouteille d'1,5 litre, ils sont émerveillés devant la prouesse, devant l'exploit. Les gens ne boivent pas assez d'eau. Qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu retrouves par rapport à l'eau Eh dans bien, ton cabinet? moi, c'est très simple. Il y a des gens qui confessent ne boire dans la journée que 2 verres. Beaucoup de mes patients ne boivent que 1/2 litre de liquide. Ma question est: que buvez-vous, tout liquide confondu, en comptant tout? Le café, le thé, votre bière, et cetera. On arrive à 1/2 litre, 3/4 de litre. Alors, il y a des gens qui objectent que, certains médecins auraient conseillé de ne boire que ce dont ils ont envie. Moyennant quoi, j'ai pu observer que quand les gens ne boivent que ce dont ils ont envie, ils finissent bien évidemment par avoir les problèmes de ne pas avoir bu ce dont ils avaient besoin. Ce dont on a besoin, c'est de nettoyer son foie, de nettoyer son rein. On a besoin qu'il y ait beaucoup de sang qui circule. On a besoin d'uriner beaucoup. On a besoin d'avoir des émonctoires fluides. Beaucoup de gens sont constipés sans se rendre compte, et pourtant c'est d'une logique implacable. On ne peut pas chier mou quand on a un bol fécal qui est complètement desséché. Un bol fécal ne peut pas être humide et ne peut pas glisser harmonieusement s'il n'y a pas de flotte pour l'accompagner. Donc l'eau, qui constitue 70% quand même de la constitution du sang. Tu prends un grand gaillard comme toi, tu le compresses, il y a 30% de viande et tout le reste, c'est de la flotte. Et le bébé, c'est encore plus. Le bébé, c'est 90%. Un Donc les bébé, gens c'est... doivent s'hydrater, c'est vraiment important. Ouais. Et je constate, et je pense que tu me diras la même chose par rapport à ton expérience de cabinet, je constate moi dans mes cours qu'il y a énormément de symptômes qui disparaissent à partir du moment où on fait respirer et boire les gens. Juste avec de l'eau, on a des résultats exceptionnels sur des problèmes de toux, sur des problèmes de peau, sur des problèmes de tout un tas de choses, tout un tas de symptômes, de maux de tête bien évidemment, de crampes musculaires. Oui, c'est évident. À partir du moment où l'énergie de l'eau est un vecteur, c'est donc que l'eau va constituer une grande partie de l'énergie de la constitution du sang. Le sang est abondant, le cœur n'a pas besoin de forcer, le sang est fluide, donc il va aller un peu partout. En plus, il y a de l'oxygène, donc il y a du sang oxygéné qui va un peu partout. En plus, tes patients et les miens sont des gens à qui on a donné des consignes diététiques de base, donc ils mangent mieux, donc ils ont une bonne vitalité. Ils ont l'attitude juste, ils ont le souffle juste, ils boivent juste, la sanction est immédiate, ils sont bien, ils se sentent bien, ils ont déjà fait un pas vers le bonheur, ils se sentent vraiment bien. Et alors en médecine traditionnelle chinoise, on peut pas parler d'eau sans parler du rein. Le Ouais. rein, c'est aussi l'organe qui gère la peur, si je me souviens bien, tu peux nous Oui, en dire 2 l'organe, mots? le rein est un, bon, le rein est un organe qui est à la fois yin et à la fois yang. Il y a le rein yang de la volonté, de la puissance, qui a à voir avec comment dirais-je, la tension artérielle. Et il y a aussi le rein de l'élimination des liquides, le rein yin. C'est le rein qui gère les liquides rénaux ou ceux de la sexualité aussi. Le sperme, l'urine, les liquides séminaux, tout ça sont liés à la vitalité, à la puissance du rein. Le rein, c'est l'organe de la volonté. Les gens qui sont abouliques, dont on a cassé les reins, sont des gens qui n'ont pas de force, ils ont une sexualité aussi qui s'est mise en sommeil, ils sont frileux, ils craignent le froid. Et souvent, ce sont des gens dont on peut rehausser la vitalité simplement en les faisant boire. On les fait boire et immédiatement, un certain nombre de choses se remettent en route chez eux, y compris leur sexualité. Ça a vraiment quelque chose d'important, le rein. Et alors, euh, on dit que c'est l'organe de la volonté, on dit que donc que quelqu'un qui a les reins solides est quelqu'un qui aura toujours beaucoup plus de chances de réussite dans la vie. Un gagnant est quelqu'un qui a les reins solides.
Et tu nous parles souvent dans tes conférences et tes séminaires du lien entre le feu du cœur et l'eau du Rhin. Oui. Alors le rein, c'est quand on parle des relations affectives, des relations amoureuses. Dans les relations amoureuses, en médecine traditionnelle chinoise, c'est assez joli. Il y a 2 grands organes. En fait, quand on dit organes, ce ne sont pas simplement les organes, mais le monde énergétique qui court autour de ces organes. Le cœur va gérer les émotions. Le cœur va s'occuper de toute la partie platonique des choses. Platon, voilà. Le cœur, les émotions. C'est à la fois Platon et Ronsard. Et le rein, lui, va s'occuper de la partie un peu plus pragmatique, c'est-à-dire la sexualité. C'est Platon, c'est le cœur, et Nick, c'est le rein, si vous voulez. Comme ça, vous vous en souviendrez facilement. Donc voilà. Donc, et c'est vraiment important, c'est joli, parce que le rein, c'est l'eau, et le cœur, c'est le feu. Eh bien, une vie relationnelle, affective réussie, c'est quand l'eau du rein contrôle le feu du cœur. Vous comprenez bien qu'une relation qui ne serait que purement sentimentale va provoquer un véritable embrasement du cœur et ça va produire des pathologies de cœur. Une relation sentimentale, à moins d'avoir fait des années de yoga et de tantra, mais qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas équilibrée par une sexualité, va provoquer des troubles du cœur. La frustration la pire d'ailleurs, c'est le chagrin d'amour qui provoque de tels troubles du cœur que ça bloque le diaphragme, ça a un impact immédiat sur la vitalité. Inversement, le feu du cœur va réchauffer l'eau du rein. Ainsi, si vous êtes un gros consommateur de sexe et que vous vous débrouillez bien, certes, vous serez reconnu pour vos compétences, mais le jour où vous êtes amoureux, vous doublez vos compétences. Parce que cette vitalité du rein, elle est stimulée, réchauffée, soutenue par le feu du cœur. Donc une vraie vie relationnelle, affective, sexuelle, amoureuse, juste et fructueuse, c'est quand le rein et le cœur sont ensemble, c'est-à-dire quand il y a de l'émotion dans la sexualité et de la sexualité dans l'émotion. Par contre, les peurs ou la peur, elle, casse le rein. C'est l'organe. C'est l'organe qui paye le plus lourd tribut à la peur. Et c'est pareil pour toute l'humanité. Si tu vois, on t'offre un petit chien, tu fais son dressage, il fait une bêtise, tu lèves la main dessus, tu le terrorises, il s'étale dans une flaque d'urine. La peur dissout l'énergie du rein. C'est pour ça que quand on a très très peur, on a envie de faire pipi. C'est pour ça que il y a cette expression populaire en français, on se chie dessus quand on a peur. Il a peur, il se chie dessus. Et réellement, les sphincters se relâchent parce que l'énergie du cœur et l'énergie de ses premiers chakras s'ouvrent littéralement, il y a une fuite, il n'y a plus aucun contrôle. La peur, donc, va casser les reins. Et c'est avec ça que l'on casse les reins des gens que l'on veut maintenir sous emprise, du personnel où on peut tenir tout un peuple sous emprise en cassant ses reins, en lui faisant peur. La peur est un biais de contrôle. Tout à fait, tout à fait. Et alors, après avoir parlé d'eau, on est obligé de discuter un peu de nutrition, de diététique. Eh oui. Il y a bien des écoles de nutrition. J'en ai travaillé quelques-unes, tu en as travaillé quelques-unes. Il y a quelque chose sur lequel on se rejoint, aussi bien moi dans ma pratique sportive et martiale que toi en médecine traditionnelle chinoise, c'est manger vrai, manger heureux, comme on le dit souvent. Et cette fameuse loi du 80-20 dont on parle souvent. Ah, moi, c'est toi qui me l'as apprise, mais moi je l'aime beaucoup, je l'utilise tous les jours. Et elle a changé ma manière d'aborder les cures d'amaigrissement. Je ne fais plus de réalité de cure d'amaigrissement. Le régime. Les gens viennent me voir parce qu'ils ont une surcharge pondérale. Mon discours est maintenant toujours le même, et j'aurais dû commencer par ça il y a longtemps. Parce que quand je faisais comme mes copains, je faisais faire des régimes à mes patients, je voyais bien que ça marchait pas. Surtout en Polynésie où les gens sont très très gourmands. Et donc ça marche pas du tout. Et ceux qui font des régimes draconiens finissent par reprendre du poids. Et je ne parle pas de ces escroqueries intellectuelles et physiologiques que sont les régimes hyperprotéinés dont je ne citerai pas les noms. Mais enfin, pour mémoire, Atkins, c'est du camp. Mais je l'ai pas dit. Hein. Voilà. Tu l'as pas dit fort. Je l'ai pas dit fort. Donc ça, ce sont des régimes dangereux qui vont d'ailleurs abîmer le rein. Ma démarche à moi, c'est de toujours dire aux gens, vous voulez maigrir?
c'est que vous avez un comportement alimentaire qui fait que vous rentrez plus de calories que vous n'en dépensez. C'est une, comment dirais-je, une comptabilité qui est simple. Voilà. S'il y a quelque chose qui reste, c'est parce que il y en a plus qui rentre qui en sort. Tout à fait. Bien. Alors la raison, la chose importante, c'est pourquoi en rentre-t-il plus qu'il n'en sort? Et on retombe sur l'enfant qui suce son pouce in utero, sur celui qui suce des goulots de bouteille, celui qui suce des clopes. Quand tu suces des clopes, tu manges pas beau, tu ne grossis pas. Quand tu suces des goulots de bouteille, tu grossis au début, puis après tu maigris, ton foie, tu deviens cirrhotique. Mais quand tu suces de la bouffe, quand tu manges excessivement, tu rentres des masses énormes de calories. Tout à fait. Alors, il y a un grand mensonge dont on parle très souvent tous les deux par rapport aux calories. On a éduqué les gens à croire qu'une calorie était une calorie. Or, c'est une arnaque pas possible, parce que il faut pas un doctorat de médecine pour comprendre que 100 calories de frites, ça n'est pas la même chose dans le corps humain que 100 calories d'épinards. Non. Et alors, ça me rappelle ce truc que disait mon épicier. J'avais un épicier maghrébin qui était plein de sagesse. Et, euh, et il me disait, qu'est-ce qui pèse plus lourd? 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb? Alors, bon, alors on lui disait, c'est pareil, c'est la même chose. Et il disait, non, 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 si tu les laisses tomber sur ton pied, tu vas voir. 1 kilo de plume, c'est vachement différent d'1 kilo de plomb. Et cette boutade, c'est la même chose avec les calories. Si vous bouffez 1 kilo de 1000 calories de McDo et 1000 calories d'épinards, je peux vous dire que le devenir du hamburger et le devenir d'épinards n'est pas du tout la même chose dans le corps. Donc, se contenter de cette qualification de notre alimentation en termes de quantité, en termes simplement de calories, est littéralement une escroquerie. Alors, pour expliquer un petit peu aux gens la règle du 80-20, c'est très simple. 80% de l'alimentation, à peu près, hein, on n'est pas à compter, à peu près 80% de l'alimentation doit être une alimentation saine, qui nourrit le corps, du fuel pour le corps, des fruits, des légumes, du poisson de très bonne qualité. Si vous mangez de la viande de très bonne qualité. Il faut sortir de l'alimentation qui provient de l'agriculture de masse, de l'élevage de masse, de la bouffe de supermarché, de la bouffe pas chère. Les gens sont devenus accros à la bouffe pas chère. Et ça n'est pas une question de revenus. Moi, j'avais des grands-parents qui étaient d'un milieu très modeste et une bonne partie de l'argent gagné passait dans la nourriture parce que c'est comme ça, parce que la nourriture, ça a un prix. Tu viens de dire quelque chose d'absolument fondamental. D'absolument fondamental. Autrefois, une partie du budget était consacrée à se nourrir correctement. Donc, on produisait une énergie de bonne qualité. On produisait de la santé en définitive. Certes, on fumait, on picolait, mais la nourriture, la viande, tout ça, il n'y avait pas autant d'hormones que maintenant. Toutes ces choses n'existaient pas. Aujourd'hui, une grosse partie du budget est dérivée vers des choses qui ne sont plus du tout prioritaires, ou plutôt les priorités ont changé. Autrefois, ce qui était l'alimentation n'est plus une priorité. L'alimentation se nourrit. Donc le quantitatif a pris le pas sur le qualitatif. Aujourd'hui, on va consacrer beaucoup d'argent dans les loisirs et dans les médias, le téléphone, etc. Et l'alimentation n'est plus une priorité. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes en mauvaise santé. Tout à fait. Donc ces 80%, ça représente, on va dire à peu près, on va aller 5 jours sur 7, où il faut faire attention. C'est-à-dire que pendant la semaine, il faut manger vrai. Il faut vraiment manger des aliments qui soient sains, qui soient bons pour nous, qui soient naturels, qui viennent de la terre, qui viennent d'animaux qui n'ont pas souffert. Et les 20% restants, faites-vous plaisir. Moi, mon délire, c'est les pizzas. J'aime la pizza, pourtant, je ne suis pas très tolérant au gluten, on en parlera tout à l'heure, mais j'adore ça. Donc, c'est là-dedans que je vais investir mes 20%. D'autres personnes, ça va être dans une fiesta le week-end avec de l'alcool. D'autres, ça va être du café, ça va être peu importe. Mais il faut 20% où vous fassiez plaisir. Il ne faut pas que l'alimentation santé devienne quelque chose qui nous stresse, qui nous rend aigris. Parce que quand on parlera de l'équilibre acide-alcalin ou acido-basique, on se rendra compte que la nourriture n'est pas la seule source d'acidification, mais que le stress
Et éventuellement, le stress d'un régime peut être une grosse source d'acidification. Donc Oui, ces 20 c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui nous fait plaisir, d'avoir quelque chose qui nous nourrit l'âme. imagine que quand je dis à mon patient, si tu veux, si tu veux perdre du poids, commençons par alléger ton âme. Et que je lui dise en même temps, mais voilà, tu vas alléger ton âme, mais en même temps, je vais te punir, je vais te foutre un putain de régime que tu pourras pas suivre. C'est terrible. Non, 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 non. Ma règle maintenant, c'est 80-20. Et voilà, mon discours, il est extrêmement simple. Pendant 80% de ton temps, tu manges pour tes besoins. Et les 20% suivants, tu manges pour tes désirs. Mais tu ne transgresses pas. Or, nous, la plupart du temps, ce que nous faisons, c'est que 80% du temps, on mange pour nos désirs, c'est-à-dire de la merde, ou des choses qu'il ne faut pas, ou sûrement pas en excès, en tout cas, on mange presque toujours en excès. Et puis, de temps en temps, on palpe le bourrelet qu'on a autour de la taille, ou on grimpe sur la bascule, on pousse des cris d'effroi, et on se met très rapidement au régime, pendant 20%. Et dès qu'on a perdu 502 grammes, voire 3, à ce moment-là, on retourne aux 80%. Non, non, non. L'idée, c'est précisément 80% du temps, on mange pour les besoins, 20% pour les désirs. Et tu disais une chose à propos du plaisir, Fred. Je pense qu'il faut remplacer désir par plaisir. C'est extrêmement important. Le désir, c'est quelque chose dont on devient dépendant, alors que le plaisir, c'est quelque chose qui se passe dans l'instant, dans le moment présent. Et il faut être capable de remplacer désir par plaisir, d'être dans son plaisir à 100%, parce que comme on l'a dit souvent, il y a un temps pour tout. Le désir s'éveille et prend racine. Ce sont les premiers mots du canon Palier. En fait, en définitive, le désir et l'attachement sont les deux choses qui empiètent le plus sur notre liberté, sur notre épanouissement. Et donc, les désirs mal gérés, ça devient une addiction. Donc, et cette addiction devient un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il chante dans notre corps à travers des signaux, des signes, tous les signes dans la maladie. La maladie, c'est du mal-à-dire en quelque sorte. Donc, nous devons découvrir le plaisir de recouvrir des choses naturelles et simples. Nous devons redécouvrir que ne pas manger complètement, se lever de table avec une petite faim, ça peut être aussi un plaisir, comme ça peut être un plaisir de s'empiffrer quand il est le temps de s'empiffrer. Quand l'heure est venue de boire et de boire des choses, un bon vin, l'heure est venue de boire un bon vin. Mais quand il faut boire de l'eau et de l'eau citronnée, nettoyer son foie, ce plaisir-là vaut autant que l'eau. Il est indispensable. Et le plaisir doit être présent aussi bien dans les 80 que dans les 20. Ça doit être une source de plaisir que de se sentir en bonne santé, que de savoir qu'on n'a pas un énorme excès pondéral, de savoir que le corps est un outil et non pas un boulet, de savoir que on peut sauter un mur si besoin et on peut jouer avec son chien, on peut aller gambader avec les vaches dans la campagne ou marcher, visiter les cathédrales de Paris. Oui, et puis c'est surtout que, reprends l'exemple caricatural du jeûne. Maintenant, on redécouvre le jeûne. Pas assez, à mon avis, c'est fondamental. Voilà un acte thérapeutique absolument prodigieux, le jeûne. Et alors, bon, eux, l'Europe centrale et les Russes, tout ça, continuent de jeûner beaucoup, de faire beaucoup de jeûnes. Il y a beaucoup de gens qui abordent des graves maladies, des maladies lourdes, des maladies de système, et qui les résolvent par le jeûne. Sur la côte ouest des États-Unis, les cancérologues commencent par faire jeûner leurs patients pendant quelques jours avant de faire des chimiothérapies, parce que les chimiothérapies sont plus efficaces. Le jeûne est un acte thérapeutique extraordinaire. Mais je vais en venir à quelque chose de simple. Tes patients et tes élèves, quand on arrive à les convaincre de faire un jeûne, et puis ils sont un peu réticents parce que surtout, moi je viens du sud-ouest de la France, j'aime mieux vous dire que si à mes patients je leur enlève le pinard et la saucisse et le pain, ça va pas aller du tout. Mais quelquefois j'y arrive. Donc ils s'inscrivent à un jeûne. Au bout de 2 jours, les gens sont un petit peu fatigués. Le troisième jour, ils montent les escaliers 4 à 4. Et le cinquième jour, ils respirent bien, leur esprit est libre, et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas fait cette expérience plus tôt. Nous devrions régulièrement nettoyer notre organisme, ce que faisaient les grands. Dans l'acte de manger, il y a un acte qui est sous-entendu, et celui de ne pas manger. Tout l'équilibre est là. On ne remarque le vide que lorsqu'il n'est plus là, Oui, disent les taoïstes. c'est vrai, mais nous apprécierions énormément l'alimentation
Si nous mettions en priorité maintenant la qualité de l'alimentation, et si le reste du temps, nous mangeons à 80%, nous, le vent de table avec une petite faim. Le jour où on se laisse aller, où on s'empiffrerait avec une délectation extraordinaire. On pourrait rouler sous la table, ivre, qu'importe, puisque le reste du temps, on nettoie l'organisme. Tout à fait. Alors, pour terminer sur le 80-20, il y a encore tout un tas de fausses croyances, voire même de mensonges éhontés. Alors, il y a toujours un régime à la mode, il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. Malgré tout, aujourd'hui, pour moi, le danger ne réside pas dans le gras, mais dans le sucre. C'est-à-dire que on a eu tendance à croire dans les années 80 qu'il fallait manger allégé, il fallait manger light, ou il fallait manger fat-free. Et du coup, on a commencé à faire des yaourts sans graisse, du lait écrémé, tout un tas de choses où on enlevait le gras. Mais regarde les populations inuites Tout à dans fait, le nord canadien. Ils font que du gras. Ils se sont très bien adaptés. tout à fait, Vas-y maintenant. Et maintenant qu'ils découvrent le Coca-Cola, le Sprite, le Fanta, etc., ils ont des vrais problèmes. tout à fait, tout à fait. C'est la raison pour laquelle, pour moi, aujourd'hui, en tant que sportif et en tant qu'instructeur, le gras fait partie de mon alimentation. C'est-à-dire que je n'ai pas peur d'un peu de gras, sur, mon poulet, je n'ai pas peur de l'huile d'olive, je n'ai pas peur du beurre, je n'ai pas peur de ces choses-là. Je me méfie du sucre qui éventuellement se retrouvera dans mes 20 si c'est une bonne tarte aux pommes fait maison, mais le sucre pour moi aujourd'hui, comme je te le disais, est le serial killer. Oui, Est oui, oui. vraiment addictif en fait. L'excès de sucre va se transformer en graisse. Et d'ailleurs, quand dans ces régimes hyperprotéinés, c'est pudiquement des régimes dans lesquels il n'y a aucun apport de sucre, aucun apport de glucose, aucun apport de saccharose, pas de fructose, de lévulose, il y a tout le sucre. Donc le moins de sucre possible. Donc l'organisme est contraint de trouver du sucre. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre des graisses, il va les dégrader, ce qu'on appelle la voie des pentoses, ça va fabriquer de l'acétone d'ailleurs. Et les gens qui font ces régimes-là, au bout de quelque temps, on leur a promis qu'ils auraient moins faim. Oui, bien sûr, ils ont un petit problème d'acétone au niveau hépatique, ils ont un goût curieux dans la bouche, et cet acétone agit comme un anorexigène. Mais ça a des conséquences, ça. Ça a des conséquences importantes sur la physiologie. Le sucre en excès se transforme en gras. Le sucre est vraiment un ennemi. C'est lui que nous devons euh, en priorité contrôler. Par ailleurs, l'excès de sucre va déclencher une maladie que, que nous connaissons tous, qui est le diabète. L'excès de sucre va affaiblir le pancréas. Et en médecine traditionnelle chinoise, quand le pancréas est affaibli par l'excès de sucre ou par la rumination mentale, cet excès de sucre, ce qui est très conventionnel, très convenu dans notre civilisation moderne, et qu'il y a ensuite un excès de soucis de rumination mentale, vous pouvez être sûr que vous avez cet organe du foyer moyen, qui est le pancréas, qui commence à souffrir, et il y a de plus en plus de diabète. Et Fred, il y avait il y a 5 ou 6 ans, en Chine, 200 millions de personnes, 250 millions de personnes qui sont devenues diabétiques. Ces gens sont devenus diabétiques pas parce qu'on a commencé à faire des statistiques, mais parce qu'on a commencé à manger du fast-food et à Et boire boire du du coca, Coca-Cola. tout à fait. D'ailleurs, une des premières leçons que je donne aux personnes qui veulent perdre du poids, c'est arrêter de boire vos calories. C'est spectaculaire. Bon, tu le sais, je vis aux États-Unis, mais je le vois de plus en plus en Asie et en Europe. Les gens, dès qu'ils s'assoient quelque part, ils demandent un coca, c'est incroyable. On voit même aujourd'hui en France, j'ai vu ça dans l'avion ou dans le train, je me souviens plus il y a quelques jours, des personnes d'un certain âge, de 50, 60 ans, qui n'ont pas grandi avec ça, commander un coca. Ne buvez pas vos calories. Il y en a déjà suffisamment dans la bouffe. Il faut vraiment, il faut se concentrer sur l'eau, sur le thé. Si vous buvez de l'alcool, sur un bon vin, mais des choses naturelles. Il faut arrêter tous ces coca, soda, sprite et Alors, conneries. il y a évidemment cet argument, les gens te diront que il y a 0 calorie. Il y a Et oui, des coca free calories. En réalité, il y a dedans quelque chose qui est l'aspartame, qui a été interdit dans certains pays. Par ailleurs, les aliments à saveur sucrée provoquent dans l'organisme quelque chose de particulier qui, de toute façon, alertera
en termes de médecine traditionnelle chinoise, la saveur sucrée va provoquer un affaiblissement de l'organe rate-pancréas. Et donc, plus encore la saveur sucrée qui est notoirement sucrée, comme le glucose et le saccharose, mais une saveur artificiellement sucrée avec de l'aspartame aura de toute façon un effet sur le pancréas. Alors Charles, on a beaucoup parlé de nutrition, on va parler un petit peu de l'équilibre acido-basique, ou de l'équilibre acide-alcalin, qui est un terme un peu barbare pour expliquer une vérité très simple de ce qu'il se passe dans notre corps post-digestion. Oui, alors je me rappelle quand j'étais en réanimation intensive, euh, donc les gens qui arrivaient là étaient assez fracassés. En Donc, tant que médecin, pas en en tant tant que que, patient. en tant que médecin, oui, oui, pardon. Ouais, ouais, ouais. En tant que médecin, donc en tant qu'externe à l'hôpital, et on faisait assez régulièrement ce qu'on appelait des gaz du sang, c'est-à-dire qu'on dosait l'oxygène, pour faire court, l'oxygène et le gaz carbonique, donc et les bicarbonates. Et nous convenions de l'état de santé de nos patients quand ça c'était bien équilibré. Et puis j'ai fini par oublier tout ça, jusqu'au jour où, en faisant de la médecine traditionnelle chinoise et surtout en discutant avec toi, j'ai reconsidéré l'équilibre acido-basique tel qu'il se, tel qu'il se constitue dans nos vies quotidiennes avec l'alimentation et la respiration. Respiration. Tout à fait. Tout à fait. Les gens viennent souvent vers nous en nous demandant des conseils de nutrition ou de diététique. Et parmi ces vérités universelles dont on parlait, il y a cet équilibre acido-basique à l'intérieur de notre corps. Et cet équilibre est important. On se concentre souvent sur la partie nutritionnelle. C'est vrai qu'il y a des aliments qui, après digestion, ont des résidus alcalins et d'autres aliments qui ont des résidus acides. Il faut garder un équilibre, mais il y a beaucoup d'autres choses qui acidifient le corps. Et acidification ou suracidification égale maladie. Là, on est d'accord. Égal stress, oui. Oui, oui. Le stress aussi produit Tout à fait. un déséquilibre acido-basique. Exactement. Le stress, une mauvaise respiration, ne pas boire assez d'eau, tout ça Ouais, déséquilibre ouais, ouais. l'acido-basique. Alors, il y a des aliments qui sont à saveur acide, tu l'as dit, et qui vont produire une alcalinité du cœur. Tout à fait comme le citron. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on ne parle pas du goût acidulé ou non acidulé d'un aliment. On parle bien des résidus, des particules résiduelles après digestion qui vont influencer notre terrain. Et alors, puisqu'on parle de ça, quel est l'aliment qui nous escroque le plus en nous faisant croire qu'il est doux, il va produire de l'acidité? C'est le sucre. C'est le sucre. Tout à fait. Le sucre est un pourvoyeur d'acidité. Tout à fait. Parmi les aliments les plus acides, et encore une fois, souvenez-vous qu'il ne faut pas les bannir, il faut un équilibre acido-basique qui aujourd'hui est détruit. Les aliments donc les plus acidifiants sont le sucre, l'alcool, le café, les fritures et les aliments très gras. Oui. Donc, une fois qu'on a compris ça, encore une fois, on n'a pas besoin de s'en débarrasser complètement, il suffit de recréer un équilibre. Qu'est-ce qui est le plus alcalinisant? De la bonne eau de source, comme celle-là qui vient de ton jardin. Les légumes verts, bio bien sûr, puisque les produits chimiques et pesticides et autres produits vont complètement détruire l'équilibre acido-basique du légume lui-même. Donc un bon légume vert, un bon légume bio, les couleurs de l'arc-en-ciel, des tomates bien rouges, des carottes bien oranges ou bien violettes, des légumes bien verts, tout ça, ça contribue à rétablir l'équilibre acido-basique et à envoyer une bonne dose d'antiacides, d'alcalinité à l'intérieur du corps. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand les gens passent d'un excès d'acide à un bon équilibre acido-basique, cliniquement? Qu'est-ce que tu vois, toi, dans ton dojo? Bah écoute, tout change. Tout change, les gens dorment mieux, ils perdent du poids s'ils ont besoin d'en perdre, ils en retrouvent s'ils ne pesaient pas assez lourd, ils ont beaucoup plus d'énergie évidemment, et il y a tout un tas de petits problèmes, surtout des problèmes de peau, qui vont avoir tendance à disparaître avec l'équilibre acido-basique, tels que l'eczéma, le psoriasis, etc. Et il y a aussi quelque chose qui est vraiment fondamental, qui est spectaculaire, c'est que les gens deviennent beaucoup plus souples et ils n'ont Tout à fait. presque plus de crampes. Ouais, tout à C'est fait. vraiment important. Ouais. Donc, cet équilibre acido-basique, il est fondamental. S'il n'y a pas assez d'oxygène aussi, la respiration est pas bonne, ça produira de l'acide. S'il y a trop d'alimentation acide et une mauvaise respiration, ce qui est en définitive le tribut que nous payons à cette société pressée, empressée et stupide,
nous allons produire de l'acide dans notre corps. Et cette hyperacidité va produire des déséquilibres. Et au bout de ces déséquilibres fonctionnels, de déficit de fonctionnement, il y a une maladie organique. Et l'une des maladies organiques les plus terrifiantes, c'est le cancer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une tripotée de, de désordres organiques qui sont dont le point de départ sont des déficits ou des déséquilibres fonctionnels, notamment au niveau de l'équilibre acido-basique. Tout à fait, tout à fait. Alors on va peut-être, éclaircir un petit peu ce chapitre en donnant des outils pratiques, aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, quant à l'équilibre acido-basique. Donc pour moi, c'est très simple. La manière dont je l'explique à mes élèves et la manière dont je les encourage à le mettre en pratique dans leur vie de tous les jours, c'est buvez de l'eau, buvez de la bonne eau, au moins 1,5 litre, 2 litres, jusqu'à 3 par jour si vous êtes un sportif ou quelqu'un de très actif. Respirez profondément, dormez bien. La qualité du sommeil est primordiale, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et quant à votre assiette, à votre bol alimentaire, la moitié de votre assiette doit être composée de légumes frais. La moitié, quoi qu'il arrive. Si vous mangez une saucisse purée, la moitié de l'assiette doit être verte, par exemple des épinards, du brocoli, un quart de l'assiette de la purée, un quart de l'assiette de la saucisse. Et quel que soit le plat, quel que soit le jour, lors de vos 80%, vous devez avoir la moitié de votre assiette, de votre bol alimentaire qui est composé de légumes frais. Maintenant, les jours d'excès, pendant ces 20%, les jours de fête, eh bien, ma foi, on rééquilibrera le jour d'après ou les 2 jours suivants. Oui, oui. Ce qui est important, c'est le fun. Parce que le fun a un effet immédiat sur le stress, et le stress produit un mauvais équilibre acido-basique. Donc finalement, on s'y retrouve. Tout à fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles les régimes ne marchent pas. Tu Oui, en parlais tout à l'heure, mais les régimes hyperprotéinés, par exemple, où on bannit les fruits, où les gens ne s'occupent pas vraiment des légumes, non seulement la nourriture va être hyper acide, donc à la fin du régime, sur le moment, il y a un choc du corps parce qu'il y a une grosse déficience calorique, et le pancréas est mis au repos parce qu'il y a très peu de sucre, très peu de, 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 de glucose à l'intérieur du corps. Donc évidemment, il va y avoir une perte de poids, mais ça va être momentané. Dès que les gens vont se remettre à manger un tout petit peu, il va y avoir un tel déséquilibre acido-basique, le corps va être dans un tel état d'inflammation qu'il va garder la moindre matière grasse de manière à se protéger, à protéger les organes de cette inflammation. les régimes hyperprotéinés sont de véritables scandales médicaux. Euh, pour moi, c'est stupéfiant qu'il soit encore autorisé d'en faire la publicité ou d'en faire la place. Et surtout parce qu'ils sont déséquilibrés. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas végétarien, ma foi, mangez votre viande si elle est de bonne qualité, mangez votre poulet, mangez votre poisson, il n'y a aucun problème là-dedans. La protéine n'est pas le risque. Le risque, c'est de ne se concentrer que sur la protéine en se disant je n'ai plus de sucre dans mon alimentation, je vais maigrir. Même le fruit va des rétro. Oui, je voudrais finir, puisque on a parlé du rein et du poumon. En parlant du poumon, on a un peu ébauché le cœur. Il y a quelque chose qui est important dans la circulation de l'énergie, Fred, tu sais, entre le foyer inférieur où règne le rein, hein, les organes sexuels, la vessie, etc., et les reins un petit peu plus haut. Le foyer médian où il y a euh, le foie, la vésicule, l'estomac et rate pancréas, et un instant, et puis le foyer supérieur où il y a le cœur et le poumon. Mhm. Et je vois deux grandes circulations de l'énergie. Une circulation qui est sur un axe, sur l'axe du bas en haut, hein, de cet organe, depuis le foyer inférieur jusqu'au foyer supérieur, ce que j'appelle l'axe du transpersonnel. Beaucoup de nos problématiques émotionnelles, le manque d'inspiration, la tristesse, les chagrins d'amour, l'énergie de rein, etc. Tout ça, qui est abîmé, va être abîmé sur cet axe-là. C'est un axe qui gère les relations entre nous et nous-mêmes. Mais aujourd'hui, il y a un endroit de notre corps qui paye un extrêmement lourd tribut aux relations que nous entretenons avec les autres, et notamment à cause de la surmédiatisation dans laquelle j'intègre le téléphone portable. Ce sont les organes du foyer moyen. Donc il y a de l'énergie qui circule sur cet axe, et il y a de l'énergie qui irradie autour de nous et qui va constituer sur ce plan nos relations interpersonnelles. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs l'estomac est l'organe qui paye le plus lourd tribut
au stress Ouais. professionnel, hein. Tout à fait. Beaucoup d'hommes d'affaires ont des ulcères d'estomac. Et maintenant, les femmes d'affaires, qui sont devenues des hommes d'affaires comme les autres, ont des ulcères d'estomac. Notamment, elles fument aussi beaucoup. Voilà. Donc, ces organes-là du foyer moyen vont disperser l'énergie. L'énergie, même si nous mangeons bien, nous respirons bien, nous buvons raisonnablement, mais que nous avons une activité socio-professionnelle qui est très dispersive au niveau de ces organes-là, des échanges interrelationnels avec notre environnement socio-professionnel ou familial, nous aurons une grosse déperdition d'énergie avec un impact ici. D'où l'importance de cette respiration dont tu parlais tout à l'heure, c'est que ce nœud énergétique-là est vraiment fondamental. Nous devons prendre conscience de ce nœud. Derrière ce nœud, il y a un petit garçon ou une petite fille qui sommeille, qui voudrait bien qu'on lui tende la main, de sorte que nous serions entiers, l'adulte et l'enfant en nous. Et à partir de là, ce serait tellement plus facile de bien respirer, de bien boire, de bien manger, de bien vivre et de bien aimer. Tout à fait. D'où l'importance aussi dans beaucoup de traditions de la méditation. Parce que dans les relations de ces deux axes dont tu parles, la relation à soi-même et la relation aux autres, la méditation est la clé pour discuter avec soi-même. C'est un fondement. Et ça revient en mémoire cette phrase de Graf Durkheim qui disait: le secret de la bonne santé, c'est l'attitude juste et le souffle juste. Et c'est toi qui m'as appris à me tenir sur une chaise sans utiliser forcément le dossier, puisque tes vieux maîtres chinois disaient, mais le dossier, ça sert à poser la veste. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'attitude juste, de souffle juste et de posture juste, on va discuter un instant de posture et ensuite on parlera rapidement de tai chi et de travail énergétique. Alors nous allons donc enchaîner sur le travail de la posture. La posture est primordiale parce qu'elle va déterminer le niveau d'énergie qui va pouvoir circuler à l'intérieur du corps. Tout commence par les pieds. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que l'être humain est comme un tube d'acier. La maladie, la douleur, les symptômes ne peuvent s'exprimer qu'en passant soit par le haut, soit par le bas. Il n'y a que par là que ça peut rentrer. Par le haut, c'est évidemment la psychologie, la respiration, la nutrition, tout ce dont on a discuté précédemment. Et par le bas, c'est les problèmes posturaux liés principalement à la base, c'est-à-dire au pied. D'une manière analogique, le pied doit être vu comme un triangle. Donc la base du triangle serait la ligne entre le gros et le petit orteil, et la pointe du triangle serait évidemment le talon. Hein, même chose pour l'autre. Donc ici, on aurait deux triangles. Ces deux triangles vont permettre de garder une certaine stabilité et surtout d'équilibrer et d'aligner l'ensemble de la posture. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque ce triangle n'est pas harmonieux et qu'il y a une faiblesse soit au niveau du gros orteil, soit au niveau du petit orteil? Et bien simplement, la cheville n'est plus alignée, n'est plus maintenue et ça va se sentir au niveau des genoux, au niveau de la hanche, au niveau de la colonne vertébrale et dans toute la structure ostéo-articulaire. Alors, pourquoi est-ce que cette posture serait affaiblie? Pourquoi est-ce que ce triangle serait attaqué? Tout simplement à cause de chaussures qui ne sont pas appropriées pour le corps humain. La plupart des chaussures aujourd'hui, vous pouvez le vérifier en prenant vos chaussures à vous et en y collant la semelle sous votre pied. La plupart des chaussures sont faites pour un pied qui aurait 4 orteils et non pas 5. Il n'y a absolument pas de place dans la plupart des chaussures pour le petit orteil. Ce petit orteil va se trouver comprimé ici, voire même avec le temps, il va passer en dessous et vous allez perdre ce triangle, vous allez perdre ces 3 points d'équilibre et la structure va être complètement détruite à la base, c'est-à-dire au niveau des chevilles. Lorsque vous perdez ce triangle, la cheville va tomber à l'intérieur. C'est-à-dire que vous perdez ces 3 appuis et donc automatiquement en alignant le triangle ici, on va se retrouver à perdre la stabilité de la cheville. Donc ici, la cheville va tomber à l'intérieur, des deux côtés bien entendu, et ce à chaque pas que l'on fait à longueur de journée. Si la cheville tombe à l'intérieur, le genou, l'articulation du genou lui-même est désaxée. Et vous voyez bien ici que ma rotule bouge et que je mets une pression au niveau des ligaments internes. Si le genou est tombé, il y a automatiquement un mouvement qui se crée au niveau du bassin. La cheville tombe, le genou tombe. Ici, au niveau du bassin, ça se ferme. Donc, on a automatiquement derrière hyperextension. Cette hyperextension va créer des inflammations au niveau du coccyx et du sacrum, des inflammations et un problème structurel au niveau des premières vertèbres lombaires,
Et tout ceci va ne faire que s'amplifier en montant, parce que le corps va essayer de compenser. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsque le bassin n'est plus aligné à cause d'un problème de cheville, donc de doigt de pied, eh bien tout simplement, la base de la colonne vertébrale va se sentir concernée par ce mouvement, et chaque vertèbre va essayer de compenser le problème de la vertèbre qui est en dessous. Donc ça va monter tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au niveau de la première cervicale, et là évidemment, les problèmes ne font que commencer. Lorsque les cervicales sont touchées, et principalement la première, on se retrouve avec des maux de tête, on se retrouve avec des problèmes de dos, des problèmes d'articulation, des problèmes sanguins, puisque évidemment, si la structure ostéo-articulaire est touchée, tout le système sanguin va s'en trouver compromis. À partir de cette première cervicale, on va commencer à expérimenter tout un tas de symptômes qui vont devoir être traités. Si on ne sait pas comment les traiter et si on ne sait pas s'occuper de la cause, qui est là vraiment la structure ostéo-articulaire et principalement celle des orteils et des chevilles, eh bien, on va traiter dans le vide. Ce déséquilibre qui part, comme nous l'avons vu, des orteils, qui va créer lui-même un déséquilibre des chevilles, qui va lui-même entraîner un déséquilibre des genoux, qui va lui-même entraîner un déséquilibre de la hanche et du plateau pelvique, eh bien, tout simplement, va déstabiliser la colonne vertébrale et désaligner la colonne vertébrale. Lorsque tout ça va monter jusqu'à la première cervicale, on va se retrouver avec des migraines inexpliquées, avec des problèmes de dos, des problèmes d'inflammation, des problèmes de souplesse, des problèmes articulaires, etc., etc. Alors évidemment, on va commencer par se médicamenter soi-même, on va prendre peut-être de l'aspirine, du Doliprane, et ça va continuer pendant des années, parce que le symptôme va s'exprimer de plus en plus fort, parce que la cause n'est pas réglée. On va augmenter la douleur, donc on va augmenter les doses de médicaments. On va passer d'un aspirine 500 à un aspirine 1000 et puis à un 2000, et on va évidemment bousiller l'estomac à cause de cette hyperacidification. On va commencer à créer un ulcère. Pour équilibrer cet ulcère, on va prendre, je ne sais pas, du Malox par exemple, qui lui-même va bousiller les reins, et on va prendre un médicament pour essayer de soigner les reins, on va bousiller le foie, et on se retrouve dans tout un tas de problèmes et de symptômes qui vont devenir organiques, alors qu'on part d'un problème purement structurel. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de régler le problème? C'est très simple. Premièrement, il faut marcher pieds nus le plus souvent possible. Alors bien sûr, si vous habitez dans un pays froid, je ne vous dis pas de marcher pieds nus en hiver, mais dès que le printemps arrive, dès que l'été arrive, marchez pieds nus. Le corps sait quoi faire. L'intelligence du corps. Vos pieds vont se remettre en position. Pour les gens qui ne vivent qu'en chaussures, on le sait très bien, lorsqu'on passe l'été à la plage pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, voire plus, à la fin des vacances, on se dit ah, c'est bizarre, j'ai pris une pointure. Non, vous n'avez pas pris une pointure de chaussure. Votre pied s'est remis à la taille qui est la sienne. C'est la chaussure qui comprime le pied. Donc le plus possible, essayez de vivre sans chaussures, sans chaussettes et de marcher pieds nus. Ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est le choix de la chaussure, évidemment. Il faut choisir une chaussure où il y a de la place pour les 5 orteils. Donc prenez la chaussure, mettez la semelle sous votre pied et vérifiez que tous les orteils rentrent à l'intérieur de la chaussure sans avoir à les comprimer. Là, vous avez une chaussure qui est à votre taille. Donc cette posture est vraiment importante et la plupart des problèmes partent de la base, c'est-à-dire du pied. Ensuite, il y a un deuxième problème qui arrive de nos jours, c'est l'ordinateur et le téléphone portable. On le voit beaucoup chez les jeunes qui ont tendance à abuser de ce téléphone portable. On voit une posture qui se décale de cet alignement à un désalignement le plus total qui est celui-ci. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sur son téléphone, quand on marche, quand on est assis, quand on discute, quand on mange, la tête a tendance à partir vers l'avant. Le jour où on n'a plus besoin du téléphone, la posture est tellement engravée qu'on va se retrouver à marcher comme ça. Et on retrouve des jeunes aujourd'hui dont la posture de base est celle-ci. Je vous rappelle, et c'est une évidence, mais il faut le souligner, que la tête est censée être au-dessus du corps, pas au-dessus du vide. Donc la tête est censée être ici. 1. Ne pas abuser du téléphone, de l'ordinateur. Mettez ça de côté, mettez ça dans votre que vous déplacez. Regardez les gens, regardez l'horizon, tenez-vous droit. N'utilisez le téléphone que comme un outil uniquement quand vous en avez besoin et non pas comme d'un passe-temps. Le téléphone portable, le smartphone n'est pas là pour éviter le contact avec l'autre. Il est là pour nous rapprocher. L'Internet, le web, ce sont des outils qui sont censés nous rapprocher les uns les autres. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça nous éloigne. C'est-à-dire que je suis dans mon train, je suis dans mon métro,
et je ne veux rien avoir à faire avec les gens autour de moi. Je suis dans mon jeu, dans mon téléphone. J'ai même vu des gens qui étaient les uns avec les autres, qui textaient à quelqu'un qui n'est pas là, et plus tard dans la journée, quand ils sont avec la personne qui n'était pas là, se mettent à texter les gens avec qui ils étaient avant. Faites le contraire. Discutez avec les gens avec lesquels vous êtes, et plus tard dans la journée, vous verrez l'autre personne. Ça devient une aberration, cette histoire de téléphone portable. Ça a un impact sur nos comportements, un impact sur le relationnel et un impact sur notre structure et notre posture. Donc, gardez le dos droit. Souvenez-vous de cette simple vérité que la tête est censée être au-dessus du corps et votre posture s'améliorera automatiquement. Alors Charles, je voudrais qu'on termine un petit peu cette conférence en parlant rapidement de quelque chose qui est une de tes spécialités, la psychologie, la psychogénéalogie, ce que tu appelles, et j'adore ce titre, les répétitions. Oui, oui, je, je suis stupéfait depuis le temps que je fais ça, de constater, et quand je regarde ma propre existence, c'est exactement la même chose. Je m'aperçois, j'ai forcé 3 fois. Je pense bien qu'à la 3e fois, je me suis posé des questions quand même. Et donc, je me suis dit, pourquoi je répète toujours la même chose? Et précisément parce que je parle de moi, je peux passer à. Donc, je me suis dit, mais à quoi ressemblent toutes ces femmes qui ont été dans ma vie? Je me suis aperçu que c'était souvent le même. Et du coup, j'ai développé une questionnement qui m'habite régulièrement, et dans mon travail aussi vis-à-vis de mes patients. Pourquoi répétons inlassablement les mêmes expériences? Et ça, alors, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. Quand j'écoute mes patients me raconter leur histoire, je perçois des nœuds et des répétitions. On perçoit des répétitions et des nœuds, c'est-à-dire des nœuds émotionnels qui se repointent régulièrement tout au long de la vie de ce patient. Mais c'est extraordinaire, on le voit aussi sur 2 ou 3 générations dans la même famille. C'est extraordinaire. Et tu sais, puisqu'on parlait d'énergie et d'énergie et de simplicité, tout d'un coup, les choses me sont parues simples. Je me suis dit, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Et d'une génération à l'autre, les mêmes enseignements, les mêmes éducations, les mêmes modes de vie produisent les mêmes conséquences et les mêmes débordements ou les mêmes comportements, les mêmes souffrances. Et les mêmes symptômes? Et les mêmes symptômes, oui. C'est stupéfiant. Dans la psychologie systémique familiale, quand tu regardes un arbre généalogique, tu vois à chaque étage le même accident, le même suicide, le même viol, au même âge. C'est quelque chose d'extraordinaire. On se demande comment c'est possible. Mais alors, Mais est-ce que ça voudrait dire que quelque part, on a quelque chose à y gagner de rester dans ces schémas? alors, quand je dis à mes patients, mais pourquoi vous répétez toujours la même chose? Quand je me dis à moi-même, pourquoi tu as fait toujours la même chose? Et mon patient me dit toujours, ah non, mais docteur, non, 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 si je pouvais, j'arrêterais, mais je dis oui, mais pourquoi vous n'avez pas arrêté? Ben, la réponse qui vient, qui est immédiate, qui est du simple bon sens, c'est qu'en réalité, si nous continuons de faire quelque chose, c'est que nous y trouvons un bénéfice. Même dans la souffrance. Mais bien sûr. Mais bien sûr, ça, c'est terrifiant. Et c'est quelque chose que Freud nous a dit, mais qui nous est vraiment compliqué d'entendre,
quelque part, nous sommes organisés dans la souffrance. Nous fignolons notre corps de souffrance. Notre plainte est quelquefois notre meilleur ami, le seul interface de communication qu'on a avec le reste du monde. Alors donc, on peaufine notre plainte. Nous devenons des aristocrates de la souffrance et de la plainte. Et si quelqu'un tout d'un coup nous délivre de notre souffrance, on est dérouté, désemparé, on n'a pas le programme qui va avec. Le bonheur, c'est pas programmé. La souffrance, oui, ça on sait faire, mais le bonheur, non. Et alors c'est extraordinaire, tu sais, moi j'ai remarqué ce truc-là, tiens, regarde les types qui gagnent le gros lot. Bon, t'as des gens qui gagnent le gros lot. T'en as les deux tiers, au bout d'un an, 2 ans, ils ont cramé tout leur pognon, ils sont retournés à leur serpillière. Et ils te disent, finalement, on est plus heureux comme ça. Ça, c'est stupéfiant. Ça nous paraît inconcevable. Mais non, c'est ça. Le bonheur que nous nous autorisons, c'est le bonheur que l'on nous a autorisé quand on était enfant. Notre défi, c'est de devenir libre. Donc d'aller chercher ce petit garçon ou cette petite fille, de devenir complètement entier et de dire, OK, les schémas familiaux, etc., tout ça, je le mets de côté. Je deviens moi. Je deviens ce que je suis. Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on se libère. Tu comprends? Les types qui sont arrivés dans ton dojo, qui picolaient comme des trous, qui fumaient comme des pompiers, qui baisaient à droite à gauche, qui avaient des vies complètement dissolues, qui étaient malades, ils étaient jaunes comme des coins. Petit à petit, ils ont découvert une discipline, ils se sont alignés autour d'eux-mêmes, d'un axe, et ils sont devenus ce que jamais ils auraient pensé qu'ils étaient. Ils sont devenus eux-mêmes des gens heureux, alignés, paisibles, puissants, joyeux. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette recherche du bonheur, dans cette recherche de nous-mêmes, les outils les plus efficaces sont les outils les plus simples, et ce sont ceux dont nous avons parlé. Buvez de l'eau, vous allez hydrater votre corps correctement, l'énergie va mieux circuler. Buvez de l'eau. Le rein a besoin d'eau. Le cœur a besoin d'eau. Le sang, c'est de la flotte. Notre corps, c'est de l'eau. L'eau est fondamentale. Nous devons en permanence faire rentrer, faire sortir de l'eau. Exactement comme dans votre jardin, vous avez un vieux bassin, s'il y a de l'eau qui rentre et de l'eau qui sort, ce bassin se régénère. Sinon, c'est de l'eau qui croupit. Tout à fait. On ajoute à ça une bonne respiration. La respiration, c'est super important, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est important aussi dans la souffrance. C'est-à-dire que le jour de la dépression, le jour de la blessure, le jour de peu importe, le fait de respirer va nous permettre de passer outre cette souffrance, va nous permettre de la digérer, de la comprendre et éventuellement de la transcender. Oui, parce que quand il y a une souffrance psychologique, le centre de gravité énergétique va monter. Donc, on va avoir une gamberge extraordinaire, des vies littéralement obsessionnelles. Et quand on respire profondément, c'est quelque chose que les gens du show business connaissent très bien. Avant de rentrer en scène, ils ont le trac, donc ils ont un centre énergétique qui est très, très déplacé vers le haut. Ils sont instables émotionnellement, ils respirent profondément. Avant de rentrer sur un dojo, ils respirent profondément. Et le type qui va sauter à la perche, j'aime mieux vous dire qu'il respire très profondément. Si vous regardez son ventre, il bouge. Donc, nous descendons notre centre de gravité énergétique. Quand la maladie se pointe, quand la dépression se pointe, quand la tristesse, quand le chagrin demande leur tribut, si nous prenons conscience de cela, que nous pouvons rentrer dans notre corps de souffrance, améliorer les choses par une bonne respiration, une bonne hydratation, un sommeil aussi paisible que possible, un peu compliqué au début, mais petit à petit ça vient, devenons maîtres de notre dépression. Et à ce moment-là, la dépression n'est pas un échec, c'est une expérience. C'est une expérience qui nous enseigne merveilleusement. On en fera une dans notre vie. À partir de là, les autres auront un petit warning qui s'allume. C'est qu'on n'a pas assez mangé, qu'on n'a pas assez bu, pas assez aimé, pas assez dormi. Donc, nous voilà sur le chemin du bon côté. L'outil suivant, l'outil suivant, Charles, c'est le mouvement. Et ça, on n'en parle pas assez souvent. Souvent, les gens parlent de sport, mais moi, je ne parle pas de sport, je parle de mouvement. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de bouger. Tout dans notre corps, notre structure ostéo-articulaire, nos ligaments, nos tendons, nos muscles, la manière dont le corps se meut, tout ça, c'est fait pour le mouvement. Notre corps a été fabriqué pour bouger.
Donc c'est extrêmement important de bouger, et ce à tout âge. Même à un âge où on n'a plus envie de faire du sport, où c'est pas spécialement facile, il faut continuer de marcher, il faut continuer de se déplacer, il faut continuer de bouger son corps. Tout ça, c'est une forme de musculation quelque part, c'est aussi une forme d'assouplissement. Le corps doit rester souple, il doit rester dynamique, et ça participe à la santé, ça participe à régler nos petits problèmes émotionnels, ça participe à stabiliser ce corps de souffrance, ça participe au bonheur et à la vie, le Tu, mouvement. tu te rappelles, Fred, c'est tellement évident ce que tu dis. Et comme les anciens le disaient déjà, quand ils disaient mens sana in corpore sano, un esprit sain Dans un dans un corps sain. corps sain, tout est déjà là, tout est dit. Ce qui est neuf, ce que nous redécouvrons aujourd'hui là dans cette conversation, c'est quelque chose que nous avions tout simplement oublié. Revenons vers nous-mêmes et devenons ce que nous sommes. Tout à fait. L'outil suivant, c'est le sommeil. La qualité du sommeil, la profondeur du sommeil. Et on ne peut pas parler de sommeil, à mon avis, et on en a parlé souvent tous les deux, sans parler brièvement de café. La caféine détruit, l'excès de café détruit la qualité du sommeil, détruit la profondeur de notre sommeil. Oui, alors beaucoup de gens m'objectent qu'ils ne peuvent pas vivre sans café. Moi-même, qui vous parle là, je suis un consommateur de café. Accessoirement, de temps en temps, j'aime un excellent café. Un ristretto est comme pour moi un excellent vin ou, ou un, ou un bon whisky ou un whisky raffiné. Ça fait partie de mes 20%. Mais si vous mettez du café tous les jours dans votre vie en quantité considérable, vous allez avoir des problèmes, outre d'acidose, mais des problèmes de sommeil. Et quelle est la chose la plus importante dans l'existence juste après la respiration et l'hydratation? C'est la récupération. Que ce soit mes patients, tes élèves, n'importe qui, la nature tout simplement, il y a des phases d'action. Il y a des phases de repos. Il y a des phases d'action et des phases de récupération. Nous autres, nous ne pouvons pas ostensiblement zapper les phases de récupération. Or, quand nous mettons du café en excès dans notre vie, de l'alcool en excès dans notre vie, mais du café c'est encore plus évident, nous, nous amputons notre phase de récupération. Tout à fait. Et les deux derniers outils qui vont ensemble, riez et aimez. Oui, 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 absolument. Ça a l'air ridicule, mais je me rappelle d'être allé dans un grand congrès international de psychologie transpersonnelle où un Belge, je l'invente pas, mais c'était un Belge, nous a fait une démonstration de thérapie par le rire. Alors on était là, un amphithéâtre, il y avait au moins 250 personnes. Et le gars a commencé à rire sur l'estrade, il nous a présenté un peu ce qu'allait être le speech. Il a commencé à rire, enfin bref, je vous fais la version courte. Au bout de 4 ou 5 minutes, nous étions écroulés de rire. Je regardais la grande hollandaise, je regardais le petit russe, et le simple fait de les voir, je bavais de rire. Il y a une relation fondamentale entre notre économie énergétique intérieure et la manière dont nous gérons cette économie. Et le rire est partie prenante là-dedans, l'humour est partie prenante là-dedans, la légèreté est partie prenante là-dedans, la grâce est partie prenante là-dedans. Pourquoi mettre du sordide, du sinistre dans nos existences? Il est fondamental que nous redevenions cet enfant qui est au fond de nous. Je reviens là-dessus. Quand nous regardez ce monsieur russe ou cette grande dame hollandaise, vous voyez en fait des enfants, comme des enfants. Revenions à notre nature, notre base, notre source primordiale. Et c'est là que nous revenons, cette source primordiale. Donc c'est aussi simple que ça. Le rire est fondamental. C'est 20% de fun, ils doivent être consacrés aussi au rire, à la grâce, à la vie. Quand je demande à mes patients, une fois que vous savez respirer, que vous savez dormir, que vous savez boire et que vous savez manger, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre? Aimer. Notre grand défi, c'est aimer. Tout à fait. Donc avec ces outils simples, respirez, buvez de l'eau, nourrissez-vous correctement, bougez, dormez, riez et aimez. On tombe sur ce chiffre 7, cher à la tradition. On a tous les outils dont on a besoin pour être en bonne santé,
pour être heureux et puis, ma foi, pour passer un bon moment sur cette terre. Oui. Nous n'avons que cette terre. Vous allez m'objecter que les choses sont pas extraordinaires quand même, hein. Donc, il y a des tas de menaces autour de nous, certes, mais nous n'avons que ça. Nous allons faire avec ça. Et nous ne pouvons pas changer ce monde. Certes, nous pouvons voter. Et tout seul dans notre coin, c'est difficile d'affronter les grands lobbies du commerce, du médicament, de l'agroalimentaire et des armes. Mais par contre, nous pouvons changer le monde en nous changeant nous-mêmes. Commençons par nous changer nous-mêmes. Si nous débordons de joie, de grâce, de bonté, de santé et de vitalité, tout ce qui va déborder va déborder autour de nous, pour les autres. Et ainsi, nous changerons le monde. Tout à fait. Alors, c'est un petit boulot, Mais c'est c'est un grand un bonheur. peu de discipline, mais au bout du compte, c'est la liberté. C'est un grand bonheur. Tout à Un fait. petit boulot, un grand bonheur. Voilà, ben, merci d'être venu, merci d'avoir, suivi cette conférence et puis, ma foi, il y en aura d'autres. Oui, et puis, bon, on a dit des tas de choses un peu en vrac, mais c'était pas très, très important que nous soyons forcément cohérents. Ce que nous voulions, c'était créer une discussion. Les vraies choses commencent maintenant avec vous.